Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comme Si. Le dernier épisode avant l'an 2016. Comme je l'avais annoncé, aujourd'hui, l'épisode concernera les émotions. Qu'est-ce que les émotions ? En fait, c'est pas forcément évident à définir. Ce sont des réactions automatiques, en vérité, et relativement complexes, qui comportent à la fois quelque chose de subjectif, un ressenti, également quelque chose de physiologique, comme des réactions cardiaques, respiratoires, et puis des réactions comportementales. En fonction de l'émotion qu'on ressent, on va adopter tel ou tel comportement. Le mot lui-même, émotion, vient du latin à la fois de movere qui veut dire bouger, et de e qui est un préfixe qui veut dire vers l'extérieur. C'est quelque chose qui nous pousse à agir. Les émotions n'ont pas toujours eu bonne presse. Pendant une très longue période de l'histoire, aussi bien scientifique, médicale que philosophique, les émotions étaient considérées comme indépendantes des processus cognitifs, des processus de pensée. Les processus de pensée étant vus comme plus nobles, plus élevés, et les processus émotionnels étant perçus comme des espèces de perturbateurs. Plus le temps passe et plus on s'aperçoit que les émotions ont un rôle majeur, et pas uniquement mineur et perturbateur et dysfonctionnel. Bien au contraire. Les recherches en neuropsychologie ont permis de montrer que les émotions sont liées à un très grand nombre de processus neurocognitifs, comme par exemple la mémoire. On retient beaucoup plus facilement un événement qui est chargé en émotions. C'est quelque chose aussi qui aide le raisonnement, la prise de décision, et puis les interactions sociales. Pour les personnes qui regardent une série qui s'appelle The Big Bang Theory, il y a un personnage dans la série qui s'appelle Sheldon et qui a un énorme problème de compréhension des émotions. Il a accès lui-même à une palette réduite d'émotions, et il a une grande difficulté à lire les émotions des autres, à les percevoir, à les reconnaître, et ça entraîne de grosses difficultés dans ses interactions sociales. C'est un des ressorts comiques de la série, bien évidemment, mais on voit bien que ça l'empêche d'accéder à certaines choses en termes de relations, de cognition, de compréhension, de comportement. Donc nous ne sommes plus à une époque où on évalue les processus cognitifs comme purement rationnels. Les modèles théoriques actuels ont plutôt tendance à intégrer les émotions et l'activité cognitive, par exemple comme dans les travaux d'Antonio Damasio, dont je vous conseille le livre L'erreur de Descartes. Les émotions pourraient aussi, et ça c'est Darwin qui en avait déjà émis l'hypothèse, les émotions pourraient avoir un rôle adaptatif. En ressentant une émotion, on a accès à un nombre plus restreint de décisions, et donc ça permet de prendre des décisions plus rapidement et plus adaptées. Une meilleure gestion des émotions est en fait un critère adaptatif et évolutif, mais je reviendrai sur Darwin. Très rapidement, on s'est rendu compte que l'être humain était particulièrement compétent pour lire les expressions faciales et les émotions. Un des premiers qui s'y est intéressé au XVIe siècle, c'est le fameux Duchenne. Petit moment culturel, en plus de travailler sur la maladie qui porte aujourd'hui son nom, la myopathie de Duchenne, il a aussi beaucoup travaillé sur la poliomyélite, et il a été le premier à individualiser chaque muscle du visage. Et comme Duchenne s'intéressait beaucoup aux muscles du visage, il a essayé d'établir quels étaient les mouvements du visage qui étaient associés aux différentes émotions. Darwin, le fameux naturaliste, sort un livre en 1872 sur l'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Il va s'appuyer sur les travaux de Duchenne, qui était également photographe et qui a photographié les expressions faciales liées aux émotions. Et il va se demander si les expressions faciales sont associées, liées à une culture, ou bien si elles transcendent des cultures et que dans le monde entier, elles ont un aspect, disons, naturel, automatique chez tous les peuples, quelle que soit leur origine, entre guillemets, raciale ou leur héritage culturel. Donc Darwin, qui est anglais, interroge des Anglais qui ont vécu dans un certain nombre de colonies au travers le monde et qui ont reconnu les mêmes expressions émotionnelles, quel que soit le lieu et quels que soient les peuples indigènes. Darwin en conclut que les émotions sont innées, naturelles et surtout universelles. Le psychologue qui a le plus travaillé au XXe siècle sur l'expression faciale des émotions s'appelle Paul Ekman. Il est né dans les années 30, et quand il commence à s'intéresser à la question, à l'époque, l'anthropologie a fait des bonds de géants, des découvertes très importantes, notamment grâce à des anthropologues comme Gregory Bateson et son épouse Margaret Mead, qui ont souligné l'importance de l'héritage culturel dans l'expression des relations, des affects, des émotions. En somme, que sorti du contexte, il y avait peu de choses totalement universelles. Ils sont aussi à l'origine d'une découverte importante qui est que l'observateur influence le sujet qu'il observe. Aujourd'hui, ça paraît évident à beaucoup de monde, mais à l'époque, ça a été vraiment une révolution. Et donc, comme il est assez influencé par les travaux des anthropologues, Ekman pense assez naturellement que
Darwin se trompe et que finalement les expressions émotionnelles ne sont pas les mêmes selon les endroits du monde et ne seront pas reconnues de la même façon. D'ailleurs, il est critique envers Darwin. Il dit que Darwin posait mal les questions et qu'il était trop suggestif. Il demandait aux Anglais « Est-ce que, là où vous habitez aussi, l'étonnement se manifeste par les sourcils relevés et la bouche ouverte ?» Il aurait été plus cohérent de poser la question de façon ouverte, par quel trait du visage se manifeste finalement l'expression de la surprise. Je pense qu'il avait raison, Ekman, la façon de poser des questions influence très directement les réponses que l'on reçoit. Par ailleurs, il reproche également à Darwin de ne pas avoir interrogé les habitants natifs de ces zones-là. Et donc il voudrait rattraper ces insuffisances dans le raisonnement de Darwin. Ekman se met à voyager, à comparer la reconnaissance des émotions faciales, et il doit bien admettre que son hypothèse de départ est fausse. C'est-à-dire qu'il va demander à des acteurs anglais de faire des visages qui représentent cette émotion, et il va demander, alors en premier lieu il a travaillé avec les Papous de Nouvelle-Guinée, et il leur a demandé de reconnaître ces émotions, et finalement les Papous arrivaient très facilement à reconnaître les émotions. De la même façon, quand il demandait à des personnes habitant très loin et ayant une autre culture de faire ces expressions, qui les ramenaient les photos en Angleterre, les Anglais étaient capables de reconnaître ces émotions. Et donc ces premiers travaux lui ont permis de trouver quelles étaient les principales émotions qui étaient universellement reconnues. Alors, il a détecté ça dans un paquet de peuples, hein, les Inuits, les Dogons, les Sioux, les Siciliens. Et oui, hein, c'est un peuple, les Siciliens. Les Japonais, les Mexicains, les Anglais, bien sûr, bref. Et donc, d'après Ekman, dans les années 70, il y a 6 émotions de base. 6 émotions de base qui sont la joie, la surprise, la peur, la tristesse, la colère et le dégoût. En fait, ces émotions seraient un peu comme une espèce de palette de couleurs de base, et les émotions plus complexes seraient un mélange de ces émotions-là. Alors, dans les années 90, il a fait un modèle un petit peu plus complexe, avec 16 émotions de base, mais je dois reconnaître que je trouve ça un petit peu moins convaincant. En attendant, son modèle avec les 6 émotions de base est devenu un classique des tests psychologiques que l'on peut faire passer aux gens pour voir s'ils ont une reconnaissance des émotions faciales. Et donc, on montre aux personnes des photos de ces différents acteurs qui font les différentes émotions, et on leur demande quelle émotion est-ce que vous reconnaissez. Paul Ekman est un psychologue et un chercheur remarquablement actif, très inventif, extrêmement intéressant, et récemment il a participé au projet de film Vice Versa, dans lequel on peut suivre à l'intérieur de l'esprit les mouvements des émotions d'une petite fille, puis plus tard d'une adolescente. Vous remarquerez d'ailleurs que parmi les 6 émotions que je vous ai citées, il y en a une qui n'est pas représentée. On voit très bien dans le développement de cette petite fille ce que deviennent les émotions, comment elles interagissent entre elles, et c'est une excellente représentation que je trouve très juste psychologiquement, et effectivement, en voyant le générique, j'ai compris pourquoi. Mais je ne vous spoile pas plus que ça, essayez de voir le film. Enfin, dernière chose, et puisque c'était parti de là, dans les suites des attentats, vous aurez remarqué que certaines personnes ont dit tout et son contraire, avant parfois de changer d'avis sur les opinions, sur ce qui s'était passé, sur ce qu'il fallait faire, etc., etc. Eh bien, sur le plan politique, il en va de même au niveau des émotions. Il y a des personnes qui ont ressenti tout et son contraire. Par exemple, si on parle de l'émotion de peur, il y a des personnes qui avaient tellement peur qu'elles ont décidé de se protéger, d'essayer d'apaiser leur peur au maximum en ne sortant plus de chez eux, en s'enfermant. Inversement, on a vu des tas de messages dire finalement, j'ai pas peur. Les gens qui sortaient avec des panneaux, j'ai pas peur. Dans ces deux cas, il s'agit de la même chose, c'est-à-dire d'un refus d'accepter l'émotion, qui va se comporter donc comme comme un ours blanc. C'est-à-dire que finalement, si je m'enferme chez moi, que je fais rien, que je ne sors plus, quelque part je donne une confirmation que la peur existe, et donc en voulant l'apaiser, je ne fais que l'aggraver. Inversement, si je suis dans le déni de cette peur, si en vérité j'ai peur, mais que je dis non, j'ai pas peur, je sors en terrasse, je n'ai pas peur, je suis en train de faire un déni de cette peur qui peut me revenir dans la figure. Et sans vouloir en juger, certains ont trouvé que dans les premiers temps, c'était un acte de résistance et qui prenait du sens de continuer à sortir et de continuer à vivre. Mais attention, si je n'ai pas peur, cet acte ne prend pas sens pour moi. Si je ne le fais plus, cet acte ne prend pas sens pour moi non plus. Il est probable que d'accepter sa peur et de dire « j'ai peur » et je vais continuer à vivre et à sortir devient un acte qui peut prendre du sens.
Il en va de même d'à peu près toutes les émotions. Si je suis en colère, la colère est une émotion normale, la colère c'est ce qu'on ressent face à un sentiment d'injustice. Donc être en colère est plutôt le signe que je suis attaché à la justice. Si je refuse cette colère, je la nie complètement. Je veux pas cette colère, je veux qu'on s'aime, je veux qu'on soit en paix, je veux... Ça c'est un refus de la colère. Soit j'essaye de casser ma colère d'emblée, je veux plus de cette colère, faut qu'elle s'arrête cette colère, je vais tout casser. Dans les deux cas, il s'agit encore une fois de la même chose, un refus de la colère, donc un refus de mon propre sentiment d'injustice et de mon envie de plus de justice dans le monde. Si je nie la colère et que je fais comme si elle n'existe pas, au lieu de l'accepter pour en faire autre chose, eh bien je risque d'entrer dans un système d'ours blanc. La colère me revient et ça devient la colère de la colère. La colère de la colère, c'est la rage. Je ne veux pas avoir peur, je refuse ma peur. J'ai peur d'avoir peur. La peur de la peur, c'est l'anxiété. Je ne veux pas être triste, je veux que ça s'arrête. Je veux plus cette tristesse. Ça me rend triste d'être triste. La tristesse de la tristesse, c'est la déprime. Pour éviter les effets ours blanc, le meilleur moyen est encore d'accepter cette émotion, d'accepter l'émotion comme existante. À partir du moment où je l'ai acceptée comme existante, je peux gérer avec. Je précise, accepter ne veut pas dire accepter qu'elle est agréable. Ça ne veut pas dire souhaitable. Accepter veut dire inclure. Accepter veut dire ça existe. Et donc, par rapport à quelque chose qui existe, je peux agir. Je ne peux pas agir sur quelque chose que je nie. Donc si on pousse le raisonnement, accepter l'existence de la colère me permettra d'agir en direction de la justice. Accepter l'existence de la peur me permettra d'aller agir en direction de la sécurité. Accepter l'existence de la tristesse, c'est peut-être s'ouvrir une possibilité d'aller en direction de la joie. Ce serait un petit peu comme si...